Pour identifier la stratégie pédagogique, il faut bien entendu partir des objectifs de la formation tels que nous les avons définis précédemment. Ensuite, la stratégie pédagogique va consister à définir le mix formation, c'est-à-dire la répartition entre la partie présentielle et la partie à distance, et les méthodes pédagogiques et l'organisation des contenus des cours à distance et présentiel. La stratégie pédagogique est déterminée par un ensemble de facteurs propres à la formation, son contenu et la population visée. Elle est également déterminée par un ensemble de contraintes externes. Parmi ces facteurs, nous pouvons citer les facteurs de motivation des apprenants vis-à-vis du sujet du cours. S'agit-il d'un sujet dont l'utilité leur paraît évidente ou non? Les conditions d'accès à la formation sont-elles favorables? Les enjeux attachés à cette formation sont-ils bien perçus par les apprenants? Ce critère est absolument fondamental. Des études ont montré que 70% des apprenants ne terminaient pas un module d'auto-formation commencé. Parmi les facteurs les plus importants dans ce taux d'échec, on trouve le facteur motivation. Les caractéristiques de la population sont également déterminantes. A-t-on une population homogène en termes de culture, d'expérience, de formation initiale? Quelles sont leurs attitudes face à l'outil informatique? Font-ils preuve d'autonomie face à l'acte d'apprentissage? Ces facteurs sont absolument déterminants dans la façon dont on va répartir le présentiel et le distanciel. Ils vont permettre de savoir quel niveau d'assistance et de guidage il est nécessaire de mettre en œuvre dans le cours. Enfin, le niveau des objectifs va permettre de déterminer les différentes activités à proposer aux apprenants. Si nous restons au niveau de l'acquisition des connaissances ou des savoirs, ou si nous nous situons au niveau de la capacité à faire une synthèse des connaissances pour les utiliser dans un autre contexte, donc au niveau des compétences, les activités proposées ainsi que les moyens d'évaluation ne seront pas les mêmes. Maintenant, si nous regardons les contraintes qui vont également aider à structurer la stratégie à développer, nous trouvons les contraintes techniques qui vont limiter la possibilité d'activité. Ces contraintes se situent à 3 niveaux. Au niveau de l'infrastructure de diffusion, qui offre des outils plus ou moins variés, notamment en ce qui concerne les outils de communication. En effet, si vous disposez d'un outil de communication synchrone, vous pouvez vous autoriser des activités différentes que si vous n'en disposez pas. Au niveau des outils de création de contenu, nous reviendrons en détail sur ce point dans le module sur les outils, mais nous pouvons déjà dire que si vous ne disposez que d'un traitement de texte comme outil de production de contenu, vous ne pourrez pas proposer des activités interactives à vos apprenants. Enfin, au niveau des caractéristiques du poste de l'apprenant, pour utiliser certaines possibilités techniques offertes par les outils de création de contenu, l'apprenant doit disposer sur son poste de certains programmes. S'il ne peut pas disposer de ce programme, vous ne pourrez pas utiliser ses fonctions dans la conception de vos modules. Des contraintes budgétaires vont également souvent limiter les ambitions du concepteur. Enfin, les contraintes d'organisation peuvent être importantes, notamment lorsque les apprenants sont largement répartis géographiquement. Il est en effet impossible d'organiser des séances de regroupement de 2 heures dans ce cas. La stratégie pédagogique, c'est donc des choix et des compromis, l'objectif étant de trouver le meilleur compromis. Un enjeu fondamental concerne l'adéquation aux besoins. Dans le domaine de la formation professionnelle, on utilise fréquemment ce schéma pour mettre en lumière les objectifs réels que doit poursuivre une formation. La mise en œuvre de la stratégie pédagogique doit permettre d'optimiser la zone du schéma correspondant aux besoins réels des apprenants. Autre enjeu, l'adaptation au style d'apprentissage.
La stratégie pédagogique doit également permettre une meilleure adaptation aux différents styles d'apprentissage. C'est un des points forts du e-learning. Cet objectif peut être atteint avec une conception pédagogique adaptée, notamment en granularisant finement les contenus et en structurant astucieusement le parcours de l'apprenant. Toutefois, il se heurte souvent aux contraintes budgétaires. En effet, cela signifie souvent présenter plusieurs activités de types différents pour un même sujet, donc une augmentation des coûts de production des ressources pédagogiques. Voici les résultats d'une enquête menée aux États-Unis en 2003. Cette étude montre que les entreprises s'orientent clairement vers des modèles de formation mixtes appelés blended learning. La part d'auto-formation étant plus forte dans les grandes organisations, ce qui s'explique facilement par les économies d'échelle réalisées sur des populations plus importantes. On peut voir que le modèle dominant est un modèle de formation exploitant au mieux les différentes possibilités à disposition pour transmettre des connaissances dans un souci d'économie et d'efficacité. Voici un exemple de parcours mis en œuvre dans une entreprise. La particularité de ce parcours est la variété des modalités proposées et leur adaptation aux objectifs de chaque composante de la formation. Voici un exemple de parcours mis en œuvre par l'auteur pour les chefs d'établissement scolaire en fonction. Puisqu'il était difficile pour ceux-ci de s'absenter longuement de leur établissement, les regroupements présentiels ont été limités à des rencontres lors de l'initialisation et la clôture de la formation, en plus d'une session d'une journée à mi-parcours. Tout le reste du travail a été accompli à distance grâce à des modules de formation imprimés et au soutien des tuteurs. Nous avons vu précédemment que la stratégie pédagogique consistait à élaborer le mix formation, c'est-à-dire ce que nous venons de voir, mais également à déterminer l'organisation des contenus dispensés à distance. C'est ce que nous allons voir maintenant. Pour organiser un cours en ligne, il faut analyser 3 critères. Le niveau initial des connaissances des apprenants, qui peut être plus ou moins homogène. Ce critère est déterminant sur le mode d'accès au contenu. Dans le cas d'une population homogène, on pourra accepter un parcours unique très dirigé. Dans le cas contraire, il faudra proposer plusieurs entrées pour s'adapter aux différents profils d'apprenants. L'aptitude à gérer son apprentissage qui peut varier fortement suivant les populations. Dans le cas d'une faible autonomie, il faudra un parcours imposé avec des repères nombreux permettant aux apprenants de se situer dans le parcours. Dans le cas d'une autonomie forte, on pourra se contenter de proposer aux apprenants des préconisations de parcours en leur laissant toute liberté de navigation dans les modules. L'ordre d'acquisition des connaissances est également important. En effet, certains contenus imposent de transmettre les connaissances dans un ordre précis pour respecter la progression pédagogique. Dans d'autres cas, des blocs d'acquisition des connaissances pourront être visualisés dans n'importe quel ordre. Dans les écrans suivants, vous allez voir des exemples de structures de cours avec, pour chaque cas, la valeur retenue pour ces différents critères. Il s'agit d'exemples de structures et en aucun cas d'une liste exhaustive des structures de cours possibles. Il est possible notamment de mixer plusieurs formes ensemble dans le même cours. Voici un exemple de structure de cours permettant la libre découverte des contenus. Dans ce modèle, les apprenants suivent d'abord une séquence d'introduction. Ensuite, ils arrivent à un menu leur proposant le libre accès à l'intégralité des unités d'enseignement disponibles. Ce modèle s'adresse à des apprenants ayant une forte aptitude à gérer leur apprentissage. Voici un exemple de structure de cours permettant une découverte guidée des contenus.
Dans ce modèle, les apprenants débutent leur parcours par une séquence d'introduction. Ils peuvent ensuite passer un test d'autopositionnement qui leur préconisera un parcours personnalisé en fonction de leurs résultats. Les apprenants arrivent ensuite dans un menu leur proposant le libre accès à l'intégralité des unités d'enseignement disponibles. Ce modèle s'adresse à des apprenants ayant une assez forte aptitude à gérer leur apprentissage, car ils doivent s'organiser eux-mêmes à partir des suggestions fournies par le test d'autopositionnement. Voici un modèle de cours dont l'objectif est de permettre à l'apprenant de ne pas suivre certains modules s'il dispose des connaissances suffisantes pour accéder au module suivant. Dans ce modèle, l'apprenant, au début de chaque unité d'enseignement, peut choisir de suivre le cours ou de passer directement le test de connaissances associées. S'il parvient à obtenir une note suffisante au test, il peut passer à l'unité d'enseignement suivante. Dans ce modèle, l'ordre d'acquisition des connaissances est imposé. Il s'adapte à des populations relativement hétérogènes, puisque les tests d'acquisition des connaissances se font au fur et à mesure de l'avancement. Ainsi, une personne disposant de bonnes connaissances sur le thème du cours se concentrera sur les quelques unités d'enseignement dans lesquelles ses connaissances sont insuffisantes, alors qu'une personne n'ayant pas de connaissance initiale du sujet devra suivre obligatoirement toutes les unités d'enseignement. Le risque est de provoquer un sentiment de rejet dû à des mises en situation d'échec répétés. Ce modèle diffère du précédent car le test de début de module est obligatoirement passé par l'apprenant qui sera orienté vers le cours ou vers le test suivant en fonction du résultat. Ce modèle présente l'avantage de guider l'apprenant de façon très autoritaire. Il s'adresse donc à des populations ayant une plus faible capacité à gérer leur apprentissage. Il évite les dispersions. Une personne ayant des connaissances suffisantes n'ira pas perdre son temps dans ce cours. Le risque principal est de systématiser un test comportant des questions auxquelles l'apprenant ne sait pas répondre lorsqu'il n'a pas de connaissances sur l'ensemble du thème du cours. Ce modèle classique est adapté à une population homogène n'ayant pas de connaissances initiales sur le thème du cours. On impose aux apprenants de suivre chaque unité d'enseignement du cours, puis de valider leurs connaissances par la réussite du test final de l'unité d'enseignement avant de passer à l'unité suivante. Ce modèle est largement répandu dans la pratique car il correspond au fonctionnement traditionnel des cours présentiels. On peut toutefois noter qu'un des atouts importants de l'e-learning est l'individualisation des parcours. Dans ce cas, ce modèle semble bien peu adapté.